Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel entretien proposé par Infiniscience dans le cadre de la Fête de la Science. Vous le savez, depuis vendredi dernier, et Covid oblige, nous avons décidé de vous proposer des échanges avec des scientifiques sur 4 thématiques. Vendredi, nous étions la tête dans les étoiles avec Hubert Reeves. Demain, nous parlerons de cette pandémie de Covid-19 avec l'infectiologue Anne-Claude Crémieux de l'Académie nationale de médecine. Et nous terminerons mercredi cette semaine de la Fête de la Science avec Eric Karsenty, qui est biologiste, médaille d'or du CNRS 2015, où nous parlerons avec lui des origines de la vie sur Terre et dans l'espace. Ce soir, nous allons aborder un sujet important, celui du climat, avec Maxime Hervaux. Maxime Hervaux, bonsoir. Bonsoir. Alors, juste une petite note aux internautes, la même que celle que j'ai faite avec Hubert vendredi dernier. On va se tutoyer, et on va se tutoyer parce que ça fait 15 ans qu'on se connaît, on a commencé nos études ensemble, donc voilà, il n'y a pas de manque de respect envers toi, c'est juste que comme on se connaît, je vais te tutoyer. Alors, je vais rappeler un peu ton parcours. Donc, comme je viens de le dire, tu as fait toutes tes études à l'université Blaise Pascal. Alors maintenant, elle ne s'appelle plus l'université Blaise Pascal, c'est l'université Clermont-Auvergne. Et tu as notamment travaillé au sommet du Puy-de-Dôme. On en parlera à la fin de cet entretien. Et on a reçu beaucoup de questions pour toi. Et contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre, il y a eu très, très peu de questions, on va dire, climato-sceptiques. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. On en parlera peut-être un peu plus tard. Et comme c'est moi le maître de cérémonie de ces entretiens, je vais avoir le plaisir de te poser la première question. Et en fait, elle fait suite à l'entretien qu'on a eu avec Hubert vendredi dernier, puisque Hubert nous disait que la grande question qu'il fallait se poser, celle que je devais te poser et que l'humanité devait se poser, c'était de savoir si la Terre allait réussir son examen de passage. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Déjà, je trouve que ce examen de passage, c'est un terme qui est très bien choisi parce qu'il y a plusieurs dimensions dans l'examen. Et ça, il y a déjà la dimension des connaissances. On sait qu'il y a des civilisations qui ont déjà disparu à cause du changement climatique parce qu'ils n'ont pas suffisamment pris soin de leur environnement, par exemple les habitants de l'île de Pâques ou certaines tribus mayas. Donc maintenant, on a ces connaissances. Et la grande question, c'est est-ce qu'on va réussir à utiliser ces connaissances pour anticiper les changements qui vont venir? Est-ce qu'on va réussir à passer cet examen? Et la grande différence par rapport à il y a quelques centaines ou milliers d'années, c'est que maintenant, il n'y a plus d'autres civilisations qui pourraient prendre le relais comme ça a été le cas. Maintenant, on est dans un monde global et on est tous ensemble à essayer de passer cet examen. On va y arriver quand même. Tu es On optimiste? espère, On espère. on espère. Allez, on passe maintenant aux questions des internautes. La première question, elle nous vient de Sabine, qui habite Issoire, et elle nous dit, après avoir eu un été caniculaire en Auvergne, donc on parle de l'Auvergne, nous avons pu voir il y a quelques jours de la neige dans le massif du Sancy. Comment les modèles météo s'adaptent-ils à ce dérèglement climatique? Donc, les modèles météo, ils se basent sur des lois de la physique. Et ces lois de la physique, elles ne changent pas. Donc, on n'a pas forcément besoin de les adapter. Il n'y a pas des grands changements dans ces lois, donc on ne va pas les changer pour faire des prévisions. Ils se basent donc sur des lois de la physique et aussi des observations. Vraiment, l'idée, c'est de connaître l'état de l'atmosphère maintenant. Et en fait, on va utiliser des super ordinateurs pour essayer de bien comprendre quelle est la situation de la Terre maintenant, à partir d'observations, à partir de ballons qu'on lance dans l'atmosphère, à partir des observations satellites, des observations au sol. Une fois qu'on a toutes ces observations, on connaît notre état de l'atmosphère maintenant, et on va pouvoir utiliser ces lois de la physique pour prédire quelle sera la météo dans 1 heure, dans 12 heures, dans 24 heures. Donc finalement, ça c'est quelque chose qu'on fait depuis le premier calcul numérique, c'était dans les années 50, 60, donc ça fait pas mal d'années qu'on fait ça et on n'a pas eu besoin vraiment de les adapter puisque ces lois de la physique ne changent pas. Et est-ce que les modèles, je rajoute une question, est-ce que les modèles sont les mêmes, peu importe où on est sur la planète, ou est-ce qu'il y a des modèles, par exemple, plus pour l'Europe, des modèles plus pour les US, etc. Donc chaque organisme météo généralement a son propre modèle. Météo France a son modèle qui s'appelle Arome. Moi je travaille à Météo Suisse et on va utiliser un modèle qui s'appelle Cosmo. Donc c'est une collaboration entre plusieurs pays, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche. Il va y avoir le modèle qui est le plus avancé aujourd'hui, c'est le modèle du Centre européen de météo. Et justement, eux, ils ont les meilleurs résultats parce que c'est
le centre qui utilise le mieux les observations. Ils ont développé des méthodes de calcul qu'on appelle l'assimilation, et donc ils sont les plus avancés là-dedans, et c'est eux qui ont les meilleures prévisions. Les Américains aussi ont bien entendu leur modèle météo. Les Chinois, chaque pays a son modèle, ses super ordinateurs, mais tout est basé sur les mêmes lois de la physique. D'accord. OK. Alors, il y a une question de Pierre de Clermont-Ferrand. Je suis désolé, tu ne pouvais pas y échapper à cette question. Est-il bien raisonnable de donner des bulletins météo couvrant plus d'une semaine de prévision quand on sait que la fiabilité des modèles décroît fortement passé 48 heures? Bon courage. Je dirais oui, parce que déjà dans sa question, il y a le terme bulletin météo. Et donc bulletin, traditionnellement, c'est un météorologue qui va utiliser son expertise pour donner la meilleure information météo. Maintenant, on sait que les modèles numériques arrivent à estimer l'évolution générale de la météo en environ 10 jours. On gagne à peu près une journée de prévision toutes les 10 ans. Donc, on est meilleur qu'il y a 10 ans parce qu'on a des meilleures puissances de calcul, des meilleures connaissances. Mais on ne peut pas se baser uniquement sur un modèle numérique. C'est comme tout, un modèle, il n'est pas parfait. Donc, en général, on va utiliser plusieurs modèles. Donc, on va utiliser le modèle français, européen, américain, voir la différence. S'ils sont tous d'accord, c'est facile. Mais souvent, il va y avoir des petites divergences et c'est là que l'humain, il va prendre son expertise pour écrire ce bulletin. Il y a une nouvelle possibilité qu'on utilise beaucoup en ce moment, c'est les modélisations d'ensemble. C'est-à-dire qu'on va prendre un modèle et on ne va pas le calculer une seule fois. On va le calculer 10 fois, 20 fois, 50 fois, en changeant très légèrement certains paramètres au début. Et ça va nous permettre de voir l'évolution de chacun des modèles. Donc on passe d'une prévision déterministe où on va dire dans 48 heures, il va pleuvoir 3 mm à Clermont-Ferrand, à une prévision probabiliste où on va dire dans 48 heures, on va avoir une chance de 90% de pluie à Clermont-Ferrand. Donc c'est plus exactement la même chose. On n'a plus une information exacte parce que c'est très difficile de savoir s'il va pleuvoir à Clermont-Ferrand ou à Chamalières, mais on va avoir cette idée de probabilité. Et donc normalement, le météorologue, il va réussir à faire passer cette information dans le bulletin, mais c'est quand même un exercice qui est difficile. C'est comment oui, faire passer cette estimation d'erreur, ce risque de se tromper, parce qu'il y a toujours un risque de se tromper, bien sûr. C'est une science qui n'est pas exacte, qui est chaotique. Ouais, OK. Allez, une autre question, toujours sur ces prévisions de Eric qui habite Thaïlande, qui nous dit Météo France publie sur son site internet des tendances à 6 mois. Quels sont les paramètres qui peuvent vraiment être prédits 6 mois à l'avance? Que c'est l'ensoleillement, les températures, la couverture nuageuse. Et je rajouterais, est-ce que c'est fiable, ces prévisions, ces tendances, on va dire, à 6 mois? Oui, Météo France publie des prévisions saisonnières sur son site pour les mois qui viennent. Donc, on va utiliser les modèles météorologiques à grande échelle, par exemple El Niño, La Niña, les oscillations nord-atlantiques, pour anticiper si un mois sera plutôt chaud ou plutôt froid. Ils ne vont pas donner la prévision dans le sens si dans 6 mois. Ils vont simplement dire, généralement en Europe ou dans l'ouest de l'Europe, ça sera plutôt chaud, probablement plutôt chaud ou plutôt froid. Et ils vont aussi prévoir, est-ce que ça sera plutôt sec, plutôt humide, est-ce qu'on aura des précipitations abondantes ou pas. Donc la couverture nuageuse, j'ai revérifié, mais ce n'est pas un paramètre qui est donné, hein, parce que la couverture nuageuse, c'est quelque chose généralement d'assez local, qui est plus difficile à prévoir, et donc l'ensoleillement est directement lié à la couverture nuageuse. Si on n'a pas de nuages, on va avoir l'ensoleillement, et inversement. Donc c'est la même chose, quasiment tous les services météorologiques font ces prévisions, mais si vous lisez le texte qui est donné, en général, il y a beaucoup, on montre vraiment cette incertitude. On va dire, il y a 40% de chances, par exemple, que ça soit plutôt chaud, 30% que ça soit normal, et le reste qui va être plutôt froid. Donc, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, et c'est beaucoup plus dur à faire en Europe que, par exemple, en Amérique du Sud, où là, on a des phénomènes très marqués comme El Niño, La Niña. J'aurais un D'accord. dernier petit commentaire. J'aime pas le terme prédit parce que prédit, c'est vraiment des prédictions, ça fait quelque chose, c'est quelque chose d'empirique. En général, on parle de prévu parce que en météo, voilà, c'est basé sur une science. C'est pas un astrologue qui va faire qui va regarder dans ses entrailles. On se base vraiment sur des observations scientifiques précises. On se base sur les lois de la physique. Et donc, on essaye de faire, on arrive en général à faire ces prévisions.
Très bien. Une question d'Arthur qui habite Saint-Nectaire et qui nous dit: je pratique la randonnée régulièrement et il est difficile de trouver un site internet qui donne des prévisions fiables pour la montagne. Pourquoi? Et quelle est selon vous la meilleure source pour avoir des prévisions fiables sur la montagne? Donc oui, c'est difficile de faire des prévisions dans les zones montagneuses parce que la montagne influence les phénomènes météorologiques. En général, quand le vent arrive et il rencontre une montagne, l'air va monter. Donc quand l'air monte, il se refroidit, l'eau va se condenser, il peut y avoir des nuages, des précipitations. Et quand il va redescendre de l'autre côté, ça sera plus sec. C'est ce qu'on appelle un effet de fun. C'est pour ça qu'il pleut plus de l'autre côté, à l'ouest de la chaîne des pluies que par rapport à Clermont-Ferrand. Et donc, cette montagne, dans un modèle numérique de calcul, qui fait des calculs sur le monde entier, la petite montagne, le Puy-de-Dôme, il sera quasiment plat. Donc, c'est très difficile de modéliser ce phénomène. Donc, pour avoir des bonnes prévisions, il faut avoir des puissances de calcul de plus en plus importantes. Il faut qu'on ait une représentation en fait du terrain de plus en plus grande. Météo France, c'est actuellement un des organismes qui a la meilleure résolution en France, en tout cas. Moi, j'aime beaucoup utiliser un site qui s'appelle Météo Blue, qui a été développé à partir du modèle américain, mais adapté justement à la montagne. C'est l'université de Bâle en Suisse qui a aidé à le développer. Et voilà, en météo, c'est quasiment impossible d'utiliser un seul site parce qu'il y a des prévisions qui seront bonnes dans un cas, d'autres dans un autre. Donc, il faut utiliser plusieurs choses. Et donc, moi, j'aime bien utiliser quand je fais de la randonnée, c'est le site windy.com qui va simplement prendre les meilleures prévisions numériques qui existent, donc celles du Centre européen de météo, celles de Météo France, des Allemands, de Météo Blue, et qui les rassemble et on peut les comparer en fait. Et donc la comparaison de ces différents services de prévision, je trouve, nous donne une information assez fiable. D'accord. On mettra l'adresse de ces sites internet dans le commentaire de la vidéo pour ceux qui veulent avoir un peu plus d'infos. Une autre question de Fabienne qui habite Clermont-Ferrand. Alors là, elle s'est renseignée sur ce que tu as fait. On avait mis ton CV sur notre site internet et elle dit: vous avez travaillé sur la dispersion des molécules dans l'atmosphère terrestre et en particulier sur les particules radioactives émises lors de l'explosion de la centrale nucléaire de Fukushima. Combien de temps ont mis ces particules à arriver en Auvergne? Et moi, j'en rajouterai une. Qu'est-ce que toi, tu as fait concrètement quand tu as fait ces études au sommet du Puy-de-Dôme? Alors, je vais commencer par ce que j'ai fait concrètement pendant Fukushima. Pendant Fukushima, on a fait des mesures spéciales pour mesurer la radioactivité. Donc, c'est pas très glorieux, mais on a pris une paire de ciseaux, un petit sac plastique, et on est monté au sommet du Puy-de-Dôme, on a coupé de l'herbe, donc simplement de l'herbe, et on l'a envoyé à l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui a fait des analyses. On avait bien sûr des mesures plus poussées, on a des filtres à haut volume qui mesuraient ces particules, on les envoyait, ils faisaient l'analyse. Donc pour Fukushima, moi je me suis principalement occupé des mesures. J'ai laissé tout ça à l'IRSN parce que c'est vraiment eux les experts. C'est pas l'Observatoire du Puy-de-Dôme qui est responsable de ce genre de mesures et de calculs. Donc, c'était il y a 10 ans, donc je ne me rappelle plus exactement le nombre de jours, hein, mais en gros, c'était 2 semaines. Il a fallu à peu près une semaine pour que ça traverse le Pacifique et ensuite ça a traversé les États-Unis, l'Atlantique et c'est arrivé jusqu'à nous. Donc, la radioactivité était présente, mais elle n'était pas dangereuse. On était à peu près à 2-3 fois la radioactivité naturelle. Donc, ce n'était pas un problème, ce n'était pas comme Tchernobyl en 86. C'était vraiment une radioactivité mesurable, mais pas dangereuse. Et donc, pour avoir cette évolution, tu as pris des brins d'herbe tous les jours sur une certaine période ou c'était juste une seule fois? Donc, on était toute l'équipe. Hein. Oui, Moi, je ne l'ai fait qu'une seule fois. On faisait les filtres, on les changeait tous les jours. Il me semble qu'on montait pour cette période spéciale. Normalement, on y monte une fois par semaine. Là, dans cette période spéciale, on montait tous les jours. On prélevait ces filtres qu'on envoyait à l'IRSN. Et donc ça, c'était pas seulement au Puy-de-Dôme, hein, c'était un peu dans toute la France. Il y avait un suivi qui a été mis en place exprès pour cet événement. d'accord. Merci. Une autre question, donc toujours sur les particules qui se baladent dans l'atmosphère, de Benjamin, qui habite Enza et qui nous dit: en cas de catastrophe nucléaire en Europe,
ce qui n'arriveront pas, soyons quand même optimistes. D'après vous, combien de temps faudrait-il à des particules radioactives émises par une centrale pour arriver en Auvergne et la dose reçue pourrait-elle être dangereuse pour l'homme? Bon, déjà, bonne nouvelle. La Terre tourne, donc les vents sont influencés par la rotation de la Terre, et donc ils vont majoritairement d'ouest en est dans l'hémisphère nord. Donc la France est à l'ouest de l'Europe. Donc très probablement, si on a une catastrophe nucléaire à l'est, bah, ces particules, elles ne vont pas arriver directement en France. Elles vont avoir une trajectoire indirecte, elles seront plus diluées. Donc très probablement, on sera moins impacté en France que dans d'autres pays. Par contre, moi, j'habite en Suisse et il y a eu beaucoup de questions, notamment avec les centrales nucléaires françaises, puisque nous, on serait directement influencé en cas d'accident nucléaire, on recevrait ces particules tout de suite. Donc, il y a eu beaucoup de discussions et de manière générale, la population suisse est un peu inquiète vis-à-vis du nucléaire. D'ailleurs, on est en une inquiétude plus importante en Suisse qu'en France. Il y a toujours des bunkers de protection avec des filtres dans quasiment tous les immeubles. Donc, par exemple, dans mon immeuble, dans mon lieu de travail, on a ces bunkers où on peut complètement se camoufler. J'ai des particules d'iode à la maison. Ça peut arriver. On n'est pas à l'abri. On espère que ça n'arrivera pas. Très probablement, ça n'arrivera pas. Mais moi, je trouve ça bien toujours d'avoir un niveau de préparation qui est plus élevé. Donc, ça peut arriver. Ça ne sera pas forcément dangereux. Fukushima, ce n'était pas dangereux. Par contre, dans le cas de Tchernobyl, il y a eu les vents, ils venaient de l'est, du nord-est, il me semble, et donc la concentration qui a été amenée en France était plus importante. D'après les simulations que j'ai vues, c'était environ 5 jours. Et ce qui est dommage, c'est que si on avait eu un système d'alerte à l'époque comme on a aujourd'hui, on aurait pu protéger la population. On aurait pu dire, évitez de sortir dehors, ne mangez pas vos champignons s'il a plu à tel endroit. Ça aurait été possible. On a le temps, on a les moyens techniques de prévenir la population et de demander à la population de faire attention finalement. D'accord. Intéressant, la rotation de la Terre qui fait que les vents tournent dans un sens. C'est pour ça qu'à Clermont, est-ce que ça, tu l'as mesuré au sommet du Puy-de-Dôme, quand il y a un incendie, par exemple, en Californie, est-ce qu'on peut trouver des particules de cet incendie à Clermont? Est-ce que c'est possible ou c'est trop Oui, loin? d'ailleurs, malheureusement, maintenant, ça arrive quasiment chaque année, soit la Californie, soit le Canada. Donc cette année encore, il y a eu un peu partout en Europe, on a mesuré ces couches d'aérosols. Donc si on essaye de voir le côté positif, ça nous fait des super couchers de soleil, parce que quand on a des couches d'aérosols haut dans l'atmosphère, ça fait des très beaux couchers et levées de soleil, mais malheureusement, ça veut dire qu'on respire cette pollution, elle s'ajoute à la pollution ambiante, et puis on se dit qu'on vit sur une toute petite planète, et un événement à l'autre bout de la planète, ça nous influence. Donc c'est quelque chose il faut en prendre conscience, on est sur une toute petite planète, on est tous connectés, et malheureusement, ce genre d'événement arrive de plus en plus, quasiment tous les ans maintenant. Alors, on a une question de Pierre sur Facebook qui nous dit: nous savons que l'ère quaternaire connaît une succession de périodes glaciaires et interglaciaires. La dernière période glaciaire a pris fin il y a environ 10 000 ans. Alors, tu corrigeras si les chiffres ne sont pas bons. Est-ce que dans le contexte du réchauffement climatique actuel, une nouvelle période glaciaire est toujours possible dans les quelques milliers d'années à venir? Et si oui, serait-elle assez puissante pour contrecarrer le réchauffement actuel, en imaginant que les activités humaines se poursuivent telles quelles dans les milliers d'années à venir? Donc, le chiffre de 10 000 ans, il me paraît bien, hein. J'ai dû vérifier, même j'ai lu 11 000 ans, donc ça me paraît tout à fait correct. Donc, une période glaciaire est toujours possible. Elle arrivera un jour. Mais quand on passe d'une période glaciaire à une période interglaciaire, ce changement, il a lieu sur des milliers d'années. Ce n'est pas quelques décennies, quelques centaines d'années comme le réchauffement qu'on voit actuellement. Donc, si nous ne changeons pas nos actions, le réchauffement va être très très rapide. On parle de plusieurs degrés d'ici 2060 et encore plus à la fin du siècle. Donc à l'allure où on va, la période glaciaire, probablement, elle n'arriverait pas à contrecarrer le dérèglement qu'on voit actuellement. Ok. Une question de Jean qui habite Clermont-Ferrand, qui nous dit: Donald Trump, donc le président américain, a déclaré il y a quelques jours que ça se refroidirait bien un jour
devenant ainsi le porte-parole des climato-sceptiques. Si vous aviez un seul argument à donner au président américain, en supposant qu'il regarde les vidéos d'Infini Science, déjà on lui souhaite un prompt rétablissement, si tu avais un seul argument à donner au président américain pour le convaincre que le réchauffement climatique est bien en cours, quel serait-il? Bon, déjà, je vais essayer d'être positif. Cette phrase, ça se refroidirait bien un jour, elle implique que pour la première fois, Donald Trump a reconnu que ça se réchauffe. Donc ça, déjà, pour moi, c'est un point positif. Et il a été obligé de le reconnaître, je pense, devant l'ampleur des catastrophes. Quand tu arrives en Californie et que tu vois ces incendies incroyables, que tu vois ces photos du ciel qui est complètement orange, où on a l'impression qu'il fait nuit en plein jour, on se croirait sur Mars. Et je pense que quand tu arrives dans ces conditions-là, tu ne peux plus dire qu'il n'y a pas de changement climatique, parce que ça, c'est quand même quelque chose de nouveau. C'est une dimension phénoménale qu'on n'a jamais vue avant. Et en même temps, de l'autre côté des États-Unis, on avait un ouragan. Donc, on a le président des États-Unis qui se retrouve devant deux catastrophes naturelles majeures en même temps. Et donc là, je pense qu'il est obligé de se rendre compte, de se dire, il se passe quelque chose. Il est financé par des... Oui, non, je pense qu'on peut le dire. Il est financé par des lobbies. Il ne peut pas reconnaître politiquement que c'est provoqué par l'homme, mais maintenant, il est obligé de reconnaître qu'il y a un réchauffement. Donc ça, c'est positif. Donc je pense que c'était le meilleur argument qu'on peut lui montrer. Regarde, devant vous, il y a ces événements, on ne peut pas les nier. Après, si on veut parler de quelque chose sur le plus long terme, moi je trouve que le meilleur exemple en France pour voir le réchauffement, ben moi j'aime bien faire de l'alpinisme, j'aime bien aller à Chamonix, et puis si on prend le train du Mont-en-Vert à Chamonix et on descend vers la mer de glace, il y a 100 ans, on arrivait directement au glacier. Maintenant, il faut prendre un téléphérique. Et après ce téléphérique, il y a des centaines et des centaines de marches. Et chaque année, on rajoute des marches. Et chaque année, ils ajoutent un petit panneau avec l'année du niveau du glacier. Donc, quand on est en bas au niveau du glacier et qu'on doit remonter des centaines de mètres, on se rend compte de ce réchauffement. On voit à quel point ça va vite. On voit à quel point ça s'accélère. Et ça, je trouve, c'est vraiment le phénomène le plus marquant. On ne peut pas nier ce réchauffement quand on est à cet endroit-là. On invitera le président Trump à Chamonix pour qu'il s'en rende compte. Et la Le président dernière... Macron y était l'année dernière. Et je trouvais ça, c'était très bien. Je crois qu'il a mangé au sommet du Mont-en-Vert avec Jean Jouzel, il me semble. Donc, D'accord. Jean Jouzel, qu'on avait reçu à Infinition, je fais un peu de pub, hein, et dont vous retrouverez la vidéo sur la page YouTube de l'association. Dernière question. Merci de m'avoir tendu la perche, Maxime. Dernière question de Arnaud, qui habite Clermont-Ferrand, et qui nous dit, vous avez fait votre thèse au sommet du Puy-de-Dôme. Pouvez-vous nous raconter la journée type d'un météorologue travaillant à l'Observatoire du Puy-de-Dôme et quelles sont les principales recherches qui y sont menées? donc quand on travaille à l'Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand, ben, on est basé au CESO, on est basé à Aulnat. Donc on va passer la plus grande partie de notre semaine à Aulnat, et puis typiquement, on monte une fois par semaine. Il y a ce qu'on appelle des routines de maintenance, où on va monter au Puy-de-Dôme, quelles que soient les conditions, même quand il y a de la neige, même quand il y a du vent. On va aller au Puy-de-Dôme et on va vérifier que tous les instruments marchent bien. Après, on a des campagnes spéciales. Donc, nous, on a eu des campagnes de mesure pendant 2 semaines. On a dormi là-haut. Ça a été rénové il n'y a pas très longtemps. Donc maintenant, c'est très bien aménagé et on va pouvoir faire des mesures. J'ai des collègues qui mesuraient les bactéries dans les nuages, donc c'était assez étonnant. C'était artisanal au début, maintenant c'est un peu plus élaboré, où on montait au sommet avec un aspirateur, un nuage, donc c'est vraiment un aspirateur qui aspirait l'air et on collectait l'eau et pour voir quelles étaient les bactéries euh, dans les nuages. Donc l'Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand, en particulier le laboratoire de météorologie physique, il va mesurer en fait tout ce qu'il y a dans l'atmosphère. Donc dans l'atmosphère, bah, il y a des gaz, donc on va mesurer les gaz, on va mesurer le dioxyde de carbone, on va mesurer les composés organiques volatiles, l'ozone, etc. Ma spécialité, c'était les particules de pollution qui sont aussi dans l'atmosphère, qu'on va respirer toujours. Donc on a des particules de pollution, des particules plus naturelles. Donc on va mesurer toutes les propriétés de ces particules. Et la dernière chose, bah, on va mesurer ce qu'on appelle les hydrométéores, donc les gouttes de pluie, les cristaux de glace, tout ce qui est les gouttes de nuages qui sont dans l'atmosphère. Donc c'est vraiment ces trois composantes au laboratoire. Et donc depuis, je ne me rappelle plus l'année exacte, mais depuis quelques années, l'Observatoire de Clermont-Ferrand fait partie du réseau mondial d'observation de la planète qui s'appelle GO. Et donc ça, c'était vraiment une reconnaissance de dire, bah,
Clermont-Ferrand, il y a des observations depuis 1800, enfin l'observatoire du Puy-de-Dôme depuis 1874, je pense. Et bien, ces centaines d'années d'observation au sommet du Puy-de-Dôme, maintenant, sont reconnues au niveau mondial. C'est une fierté. Justement, l'Observatoire du Puy-de-Dôme, il ouvre ses portes pour la fête de la science, donc jusqu'à samedi ou dimanche prochain. Donc, n'hésitez pas à aller au sommet du Puy-de-Dôme. Il faut réserver un peu en amont. Donc, vous allez sur le site internet de l'OPGC et vous trouverez tout ça. Et j'ai une dernière question. Quand on était en première année de licence, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait fait un exercice de mathématiques où il fallait calculer si, depuis le sommet du Puy-de-Dôme, il était possible de voir le Mont Blanc. Je sais la réponse que tu vas donner à cette question, donc, mais j'aimerais que les internautes l'entendent. Alors, Maxime, est-ce qu'il est possible de voir le Mont Blanc depuis le sommet du Puy-de-Dôme? Et si oui, dans quelles conditions? Alors déjà, je me rappelle très bien de cet exercice de mathématiques. Et le résultat de cet exercice de mathématiques, c'est non. Ouais. On n'est pas censé voir le Mont Blanc depuis le Puy-de-Dôme. Simplement, si on regarde les mathématiques. Mais si on creuse un petit peu, on se rend compte que l'atmosphère n'est pas homogène. Et en fait, il va y avoir un phénomène de mirage. Donc, les rayons de la lumière entre le Puy-de-Dôme et le Mont Blanc vont pas aller tout droit. Dans certaines conditions, ils vont être déviés. Donc oui, moi j'ai déjà vu le Mont Blanc, pas souvent, hein, 2 fois depuis le Puy-de-Dôme, seulement dans les conditions spéciales, en général au lever du soleil. Mais oui, c'est possible de le voir, on le voit juste dans un petit coin, on le voit grâce à ce phénomène de mirage. Merci beaucoup, Maxime, d'avoir pris le temps de répondre aux questions des internautes. On espère vraiment te retrouver l'an prochain dans le cadre des conférences d'Infiniscience en Auvergne. On va essayer d'organiser ça une fois que la crise sera passée. Merci aux internautes qui ont suivi cet entretien. On se retrouve demain avec la professeure Anne-Claude Crémieux, infectiologue, avec laquelle nous aborderons l'épidémie de Covid-19. Et puis, je vous rappelle que c'est demain que l'exposition La Terre depuis l'espace, photo de Thomas Pesquet, ouvre ses portes dans le hall René Cassin, c'est l'hôtel du département à Clermont-Ferrand. Une exposition inédite, interactive et itinérante, créée par Infiniscience et coproduite par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, avec le soutien de l'Agence spatiale européenne et du Centre national d'études spatiales. Voilà, bonne soirée et à demain. Merci beaucoup Nicolas.